Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés aujourd'hui? Voici des éléments de réponse dans ce sommaire. Nous prendrons tout d'abord la direction du Kazakhstan où a été organisée une mission économique par la CDE. Découverte ensuite en principauté d'une nouvelle exposition dans la galerie du parking des pêcheurs. Autre exposition, celle de la conquête du feu. Une journée spéciale a d'ailleurs été organisée autour de cette exposition au musée d'anthropologie. Et puis vous saurez tout sur le ciné-concert Buster Keaton qui a marqué le week-end qui vient de s'achever à l'Opéra. Mais avant de développer ces titres, voici quelques questions. Qu'auriez-vous répondu à ces interrogations? Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Le travail permet-il de prendre conscience de soi? Ou encore le langage n'est-il qu'un outil? Vous l'aurez compris, il s'agit des sujets de philosophie de l'épreuve qui a eu lieu ce lundi et qui a bien sûr ouvert cette semaine d'examen pour tous les élèves de terminale. Semaine donc du baccalauréat et on leur souhaite bon courage. Je vous le disais en titre, nous quittons à présent la principauté, direction le Kazakhstan et Astana précisément, où la Chambre de développement économique a organisé une mission avec une vingtaine d'entrepreneurs. Astana où le prince souverain s'était rendu en novembre dernier. Fabien Bonilla et Serge Prémont vous en disent plus dans ce reportage. Deux destinations lors de ce voyage économique organisé par la CDE au Kazakhstan. Tout d'abord Astana, au nord, proche de la Russie, une ville entièrement nouvelle. Il y a 15 ans, Astana n'était qu'un gigantesque champ au milieu de la steppe. Aujourd'hui, des buildings plus grandioses les uns que les autres poussent comme des champignons. Astana est la nouvelle capitale. Deuxième destination, l'ancienne capitale située au sud du pays, à la frontière du Kirghizistan et proche de la Chine. Le Kazakhstan, 5 fois plus grand que la France, situé au cœur de l'Asie centrale, est en pleine expansion. Une des raisons qui a poussé la CDE de Monaco à y organiser une mission. Je pense que le Kazakhstan représente un marché de 17 millions d'habitants, mais a accès à un autre marché de 170 millions d'habitants, puisque c'est le cœur de l'Eurasie. Et nous avons des entrepreneurs qui ont des profils très différents. Et tout ça fait que je pense qu'il y a des possibilités pour les entrepreneurs monégasques de travailler au Kazakhstan. C'est un pays qui est plus qu'émergent, c'est un pays qui est en plein boom, qui a deux grandes échéances qui ont été fixées par le président Nazarbayev. La première, c'est l'exposition de 2017. Et là, nos entreprises qui sont totalement dédiées à la protection de l'environnement et aux énergies renouvelables sont évidemment très intéressées à y participer. Et le deuxième, c'est une échéance de 2030 où le président Nazarbayev a souhaité que la ville donc politique Astana soit terminée comme l'a été Dubaï en pratiquement 15-20 ans. La mission économique était composée d'une vingtaine d'entrepreneurs de la principauté, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le consulting, dans le domaine juridique, dans l'énergie renouvelable ou encore le luxe, le yachting, la restauration, sans oublier le domaine pétrolier et enfin culturel avec un représentant de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Cette délégation était emmenée par Elisabeth Ritter-Moati, particulièrement soutenue par l'ambassadeur de Monaco au Kazakhstan, son Excellence Evelyne Ginta, et le consul de Monaco au Kazakhstan, Kairat Orazbekov. Cette mission économique s'est déroulée du 10 au 14 juin. Une grande partie a été consacrée au B2B, des rendez-vous d'affaires entre les entrepreneurs monégasques et leurs homologues kazakhs. Ces rendez-vous ont été extrêmement intéressants pour nous parce que ça fait 2 années que nous sommes régulièrement au Kazakhstan et que nous avons des contacts qui sont en train de s'étoffer au fur et à mesure. Nous avons des projets également qui sont bien présents et nous voulions juste confirmer, grâce à la mission de la CDE, ces opportunités et notamment la capacité pour nous que d'avoir d'autres contacts qui viennent s'additionner à ceux que nous avions actuellement. Alors les rendez-vous sont très, très positifs, on a beaucoup de gens intéressés, presque trop, il va falloir qu'on fasse un petit peu le tri. Bon, premier bilan, c'est positif parce qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce que c'est la réalité d'un pays qui, oui, c'est un pays avec une croissance très importante, que c'est un pays pas très connu au niveau européen, mais très puissant au niveau de l'économie. Alors, on était curieux de regarder, de toucher avec la main la réalité ici. En plus de ces rendez-vous d'affaires, une délégation monégasque a été reçue par le ministre des Nouvelles Technologies, l'adjoint au maire d'Almaty ainsi que l'adjoint au maire d'Astana.
Astana étant une ville entièrement neuve et en pleine expansion, l'adjoint au maire était particulièrement intéressé. Effectivement, lorsque nous sommes allés voir le maire d'Astana, immédiatement, il nous a proposé dès le lendemain à 2 entreprises d'aller visiter des terrains pour des implantations de projets. Donc vous avez raison, c'est difficile de communiquer avec eux, c'est difficile d'avoir des informations en amont, mais quand on est sur place, ça va très très vite. A noter, suite à ce voyage, que la compagnie des ballets de Monte-Carlo devrait se produire prochainement dans le tout nouvel et spectaculaire Opéra d'Astana. Et le président de la République du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, devrait dans un futur proche se rendre en principauté lors d'une visite officielle. Et sachez qu'il sera de nouveau question du Kazakhstan et de la CDE dans notre prochaine édition. Retour en principauté avec la découverte d'une exposition qui se déroule en ce moment même dans l'allée des pêcheurs, dans l'allée du parking des pêcheurs. Exposition de photographie consacrée au 20e anniversaire de l'adhésion de la principauté de Monaco à l'ONU, découverte avec Patricia Navarro. Le 28 mai 1993, Monaco devient le 193e État membre de l'ONU et depuis les 20 dernières années, la principauté s'est engagée en faveur des causes défendues par les Nations Unies, que ce soit dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'aide humanitaire ou de la promotion des droits de l'homme. L'exposition photographique proposée à la Galerie des Pêcheurs va permettre aux personnes qui traversent ce passage presque obligé vers le rocher de découvrir les temps forts de cette présence monégasque à l'ONU et les différentes facettes de l'action des Nations Unies à travers le monde. C'est une marque d'indépendance très marquée de la principauté. C'est aussi la preuve que la principauté peut avoir une vie internationale. C'est vrai que citer État de petite dimension, cela peut surprendre, mais l'engagement des princes converge assez souvent, et on le voit dans les domaines environnementaux, dans le domaine du droit de l'homme. On voit bien que la principauté peut être présente. Le secrétaire général que j'ai eu l'occasion de revoir à l'occasion d'un petit entretien, indépendamment de la réception que nous avons donnée pour le 20e anniversaire au plan plus formel, donc m'a rappelé combien il avait été heureux de venir en principauté et combien il appréciait toujours l'engagement notamment du prince Albert II dans les domaines de l'environnement et tout le soutien à la fois moral en termes d'image, mais aussi pratique, que la principauté lui apporte dans l'exercice de sa charge. Au total, 26 photographies sont exposées, certaines sont issues du Fonds des archives des Nations Unies. L'exposition se poursuit à la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 4 juillet. Je vous parlais au début de cette édition du baccalauréat. Parlons à présent d'un autre type d'examen, d'un autre concours, plus précisément propre à la principauté, puisqu'il s'agit du concours de langue monégasque. Nous avons suivi une partie des oraux qui se déroulaient à la mairie de Monaco. Reportage. Il s'agit d'un concours annuel. De l'école primaire au lycée, plus de 1000 jeunes participent au concours de langue monégasque. Plusieurs niveaux sont ainsi représentés. La langue est bien sûr à l'honneur, mais pas seulement. L'histoire de Monaco figure aussi au programme du concours. Il y a un écrit avec les exercices, donc autant pour l'histoire de Monaco que pour la langue monégasque. Alors cette partie-là est corrigée par les professeurs, évidemment. Et après, sur les 1400 élèves de l'écrit, 110 sont qualifiés, c'est le mot, pour passer l'oral, qui passe ici à la mairie devant un jury constitué de personnalités qui connaissent la langue monégasque. Tout au long de l'année, les élèves ont pu se préparer grâce aux cours et aux conseils prodigués par leurs professeurs. Des professeurs qui constituent aussi très souvent un appui pour ces élèves. On n'a pas de rôle dans le jury. Nous, on est juste là pour encadrer les enfants, c'est-à-dire qu'on facilite le passage. C'est la mairie qui organise le concours, mais nous sommes juste pour accompagner les enfants. C'est nous qui rédigeons les épreuves orales et écrites pour le monégasque. Et donc, on est là pour assister les enfants, c'est tout. Mais on ne participe pas du tout ni à la notation, ni rien. Et quelques minutes plus tard, l'oral se termine pour cet élève de première. D'abord, il y avait un texte inconnu à lire puis à traduire. Puis ensuite, on a eu un commentaire à faire sur un des textes qu'on avait déjà étudié pendant l'année. Si le concours permet bien sûr d'évaluer les élèves, il permet aussi de mesurer l'engouement que suscite le monégasque auprès des jeunes. Un engouement sans faille. Qu'est-ce qui te plaît finalement dans la langue monégasque ? Dans la langue, c'est pas seulement la langue elle-même, c'est surtout ce qu'elle transporte, le message, les traditions,
on sent vraiment l'esprit du pays à travers la langue orale, quoi. Résultat du concours lors de la fête de la Saint-Jean le 23 juin à 21h30, cours de la mairie. Dans le reste de l'actualité. Restons à la mairie où a été organisée en fin de semaine dernière une réception en l'honneur des parents puisqu'il s'agissait de célébrer la fête des mères et la fête des pères. Réception, vous le voyez, en présence du maire bien sûr Georges Marsan et de son Excellence le ministre d'État Michel Roger. Le prince souverain a pris part à la journée organisée en faveur des donneurs de sang au centre de congrès auditorium Régnier 3. Des dons qui, je vous le rappelle, sont nécessaires. Vous pouvez d'ailleurs faire un don, sachez-le, tout au long de l'année lors des collectes organisées. Calendrier à suivre sur notre antenne. Musique sur le Rocher, un concert de musique ancienne était organisé ainsi qu'un bal Renaissance à la chapelle de la Miséricorde. À quelques pas du jardin exotique, le musée d'anthropologie préhistorique vous propose une exposition sur l'histoire du feu. L'occasion pour les visiteurs d'en savoir plus sur les premiers foyers préhistoriques et sur les différentes techniques d'allumage. Rémi Salor vous en dit plus. Au commencement, la terre, l'air, l'eau, le feu. À l'honneur depuis près de 5 mois au musée de l'anthropologie de Monaco, le 4e élément de la création raconte une histoire de l'humanité. Le feu qui éclaire, c'est un feu qui va permettre de se retrouver à pouvoir développer une activité hors des périodes diurnes. Donc ça permet à l'homme, qui est un animal diurne, de pouvoir devenir un animal également nocturne. Donc ça permet de passer d'un rythme de la nature à un rythme de la culture. Et ça, c'est extrêmement fondamental dans l'histoire de l'humanité. Les premières traces de domestication du feu par l'homme remontent à 400 000 ans. L'un des premiers foyers découverts sur le site de Terra Amata à Nice est daté de cette époque. Mais les chercheurs s'interrogent sur l'existence de foyers plus anciens. On a un moulage d'un foyer qui a 400 000 ans, c'est le foyer de Terra Amata à Nice. Et puis un autre foyer qui a été découvert en Bretagne, à Ménez-Drgan, qui est aussi daté à peu près de cette période-là, peut-être un peu plus ancien. Mais enfin, dès que ça devient plus ancien, des traces de feu qui sont au-delà de 400 000 ans, les scientifiques s'interrogent, il y a toujours des doutes. Samedi dernier était organisée une journée spéciale, agrémentée de divers ateliers autour de l'exposition. Celle-ci restera ouverte au public les mois de juin, juillet et août, avant de s'achever le 13 septembre. Il s'agissait d'un événement assez particulier, un ciné-concert Buster Keaton, organisé avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Opéra. Reportage signé José Sacré. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les archives audiovisuelles de Monaco nous ont offert samedi 15 et dimanche 16 juin à l'Opéra de Monte-Carlo 2 belles soirées de musique et de cinéma, 2 ciné-concerts pour lesquels Vincent Vatrican avait choisi un film de 1926, Le Mécano de la Générale, un chef-d'œuvre de Buster Keaton. C'est un film qui se base sur un fait réel qui s'est déroulé pendant la guerre de sécession. L'histoire en fait de soldats qui vont passer les lignes ennemies pour voler une locomotive, la ramener dans leur camp. Ils seront en fait rattrapés par des soldats sudistes qui récupéreront cette locomotive appelée la Générale. Et ce petit fait de guerre a été rapporté par un des survivants de cette aventure, William Pittinger, qui en a fait un roman, d'où le film est tiré. Donc le souci de Keaton, c'était avoir le maximum d'authenticité par rapport à cette histoire qui s'est déroulée, tout en lui amenant ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire la dimension burlesque. Selon le principe des ciné-concerts, un film muet est projeté alors que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo joue en direct l'accompagnement musical, un exercice particulièrement difficile et délicat à la fois pour les musiciens et pour le chef d'orchestre Philippe Béran. C'est d'abord un régal. La musique, donc, elle aussi un régal. C'est une musique qui a été composée par Carl Davis, donc 60 ans après la création du film. C'est pas une musique originale, mais elle est vraiment totalement construite, millimètre par millimètre, sur le film. Donc c'est un exercice de style, puisqu'il faut 3 cerveaux pour le faire. Ce que je dis toujours, il faut un cerveau pour s'occuper de la musique. Il y a quand même 46 musiciens, c'est une musique qui est compliquée. Il faut un cerveau pour s'occuper du film. Il faut connaître par cœur, savoir exactement quelle scène se succède. Et il faut un 3e cerveau pour évidemment synchroniser la musique et le film à l'ancienne. Donc c'est comme le cinéma tel qu'on le faisait, tel qu'on pouvait le vivre
avant 1929, avant l'avènement du cinéma parlant. Pour le film Le Mécano de la Générale de Buster Keaton, Carl Davis a composé 1 heure, 16 minutes et 24 secondes de musique, ce qui représente beaucoup de travail de préparation et de répétition pour les musiciens et le chef d'orchestre. 565 pages de partition, on va connaître par cœur. La partition des musiciens est extraordinairement lourde aussi, c'est plus de 100 pages pour la partition de premier violon. Donc c'est des kilomètres de musique qu'il faut apprendre très très vite et pour lequel il faut une souplesse diabolique, puisqu'évidemment il faut que chacun des événements musicaux coïncide exactement avec les événements cinématographiques. Et c'est vrai que ce film-là est encore un parcours d'obstacles supplémentaires, puisque vous savez peut-être l'histoire se passe pendant la guerre de sécession, donc il y a une quantité de coups de canon, de coups de fusil, et évidemment tout est réglé là aussi au millimètre avec la percussion, donc très riche percussion pour illustrer évidemment tous les bruitages de l'histoire. C'est une super production hollywoodienne telle qu'on l'entend aujourd'hui. Ne serait-ce que le fameux accident de la locomotive Texas qui plonge d'un pont dans une rivière de l'Oregon aura coûté 2 millions de dollars d'aujourd'hui, ce qui reste tout à fait fascinant, d'autant qu'il n'y a eu qu'une prise et qu'il a fallu... voilà, elle n'a été filmée qu'une fois, on ne pouvait pas la rater, ça a été filmé à 6 caméras, enfin c'était vraiment un très très gros film et un film extrêmement coûteux pour l'époque. En bref et en images. Place au sport pour clore cette édition avec au Larvoto la 6e FX Pro Monte Carlo Beach Volley. Plusieurs équipes féminines se sont affrontées pendant plusieurs jours, mais ce sont finalement les Brésiliennes qui l'ont emporté. Vous le voyez sur ces images, les Brésiliennes qui reçoivent la Coupe du Prince de Monaco, remis par Christian Palmaro, président de la Fédération monégasque de volleyball. Le match a été superbe et chaque point a été âprement disputé. Voilà pour l'actualité, passons à présent à vos prévisions météo. Mardi, un ciel bleu et des températures de saison. Mercredi, vous pourrez compter sur une légère brise de mer pour rafraîchir l'air. Les températures seront comprises entre 15 et 23 degrés. Et puis jeudi, quelques nuages, mais ils seront rares. La fin de semaine s'annonce très ensoleillée. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur notre antenne et notamment un magazine consacré au Conseil national. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une séance aura lieu à partir de 17 h mardi. Elle sera diffusée en direct sur Monaco Info. À très bientôt.